Et ce que je retiens de cette histoire, d'abord, c'est la dignité de cette femme, la valeur de cette femme. Elle a eu le courage de dire non dans un pays où les gens ne se souviennent même plus qu'est-ce que non veut dire. On ne s'en souvient plus. Nous disons oui à tout. Et ce monsieur, aujourd'hui, est en train d'évoluer dans ses affaires et la dame est restée dans cette situation. Donc, vous avez comme ça une série d'événements qui se produisent au Congo à la défaveur des Congolais, mais qui sont des choses qui s'accumulent. Il n'y a plus aucun étranger qui, au Congo, a peur de faire à un Congolais ce qu'il ne ferait pas à quelqu'un dans son propre pays. Ici, c'est devenu une jungle. Donc les gens se permettent tout ce qui est inadmissible ailleurs dans le monde et les gens trouvent des droits dans notre pays qu'ils n'ont pas chez eux. Et ça, il faut y mettre fin. La solution pour y mettre fin, il faudrait qu'on fasse partir le président Sassou Nguesso. Le Congo doit reprendre, nous devons reprendre notre pays. Les Congolais doivent reprendre le Congo. Il faudrait que le président Denis Sassou Nguesso puisse partir en 2025. Pourquoi nous ne pouvons pas attendre? Parce qu'en 1992, il avait fait 13 ans au pouvoir. Quand le président Pascal Lissouba est arrivé, le président Lissouba avait dit le pays est sinistré. Et c'était un professeur des universités, il savait de quoi il parlait. Et quand vous regardiez la situation du Congo d'un point de vue structurel à cette époque-là, quand vous lisez les chiffres, effectivement, le pays était sinistré. Cette fois, le président Sassou Nguesso vient de passer 28 ans au pouvoir. On ne peut pas vous décrire la situation dans laquelle on se trouve. Dire que le pays est sinistré, c'est peu dire. Circulez à Pointe-Noire, vous verrez comment la ville est dévastée, comme si un tsunami était passé par là. Mais ça, c'est ce qui est visible. Qu'est-ce que l'on va trouver dans les comptes publics le jour où il y aura un nouveau régime? Le régime de Macky Sall, qui avait toutes les apparences de sérieux, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés ont découvert des gaps de plus de 1000 milliards de francs CFA et ils essaient de mettre de l'ordre. Or, 1000 milliards de francs CFA, c'est le cinquième de ce que certains individus du régime disposent dans des comptes offshore. Donc, quel trou béant nous allons trouver dans la gestion de ce pays? Les Congolais doivent prendre conscience. Après 13 ans de pouvoir, en 92, le nouveau régime qui est arrivé a trouvé une situation telle que deux choix s'offraient à eux et c'était des recommandations de la Banque mondiale et du FMI. Il fallait réduire le nombre d'employés de la fonction publique pour garder les mêmes salaires. Alternativement, il fallait réduire les salaires de 30% pour garder tout le monde. Mais malgré ces ajustements, on n'a pas été capable de continuer à payer les salaires et de continuer à payer les pensions de retraite. Aujourd'hui, 28 ans plus tard, donc ça c'était le résultat après 13 ans de pouvoir. Aujourd'hui, 28 ans de pouvoir après, lui-même, il est encore là. On voit toutes les difficultés qu'il y a à payer les salaires, on voit les difficultés à payer les pensions de retraite, on voit des étudiants qui sont abandonnés sans bourse depuis plusieurs années. Donc, les difficultés qui étaient cachées en 92, aujourd'hui, elles sont toutes visibles. Mais imaginez ce que nous ne voyons pas. On ne peut pas se permettre d'attendre, sinon ce pays est en train de courir vers une situation où on va réduire le nombre de fonctionnaires, ou encore on va réduire les salaires des agents publics, le chômage va continuer à exploser. Il faut rappeler que les prix ont explosé. Il y a eu une augmentation de plus de 30% des prix des carburants et on le ressent dans le panier de la ménagère. Il faudrait rappeler que les comptes publics sont plombés en ce moment. Le chômage est à plus de 60%. Qu'est-ce que les Congolais voudraient qu'on leur explique de plus pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas attendre 2026? Monsieur Sassou Nguesso doit partir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération politique qui est prête. Une nouvelle république doit naître
Le président Sassou Nguesso doit partir. Il n'est pas Sassou Nguesso au pouvoir. Mamé! Ah, Sassou! Tu es venu tuer le pays là! Moi, je ne peux jamais voter Sassou Nguesso. Eh, tuez-moi! Il n'est pas Sassou Nguesso au pouvoir! Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous sur R7. Avec moi sur ce plateau, Maître Charles-Anissé Poitiers-Amar, avocat au barreau de Paris et du Québec, diplômé des Sciences Po en France, diplômé de l'ENA du Canada. Vous êtes aussi diplômé de l'École de hautes études du commerce de Montréal. Bonjour, Maître Charles-Anissé Poitiers-Amar. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de votre disponibilité pour cette interview. Nous allons revenir sur les festivités qui ont marqué le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. C'était le 15 août dernier, le 15 août 2025. Célébration qui, il faut le souligner, s'est déroulée dans un contexte de crise économique et financière sans égal. Que peut-on donc retenir de ces festivités? D'abord, du discours à la nation de Denis Sassou Nguesso, nombreux estiment y avoir noté une sécheresse d'idées, alors qu'ils y attendaient un discours bilan ou un rappel, pourquoi pas, de l'histoire du Congo. Hélas, ils ont été déçus. Denis Sassou Nguesso leur a plutôt servi une rhétorique sans repère. Est-ce votre avis aussi? Et je partage totalement cet avis. D'ailleurs, j'avais publié une vidéo dans laquelle je disais, le président de la République a parlé, mais il n'a rien dit. Et vous comprendrez ma désolation à cet égard parce que la longue liste des promesses non tenues du président de la République a fini par vider de sa substance et de son autorité la parole présidentielle. La parole présidentielle est devenue banale dans notre pays, à telle enseigne que, au moment où nous parlons, si je vous demandais qu'est-ce que le président de la République a dit, il est fort probable que vous ne vous en souveniez même pas. Alors que quand le premier citoyen du pays s'adresse à la nation, son message doit être significatif et donc chacun doit être capable de se souvenir ne serait-ce que d'une chose dite dans ce discours. Or, ici, le président a parlé et n'a rien dit. Et ce qui me choque le plus, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans un contexte de très grave crise économique et financière doublé de la crise morale et de toutes les autres formes de crise qu'on peut imaginer, la crise politique, la crise de l'État. Parce que je disais sur votre plateau, il y a quelques semaines en arrière, qu'il ne reste plus au Congo qu'une façade institutionnelle, que l'État a disparu à l'intérieur, il n'y a plus aucun service public dans le pays et les institutions ne fonctionnent plus. Et dans le contexte de ces crises, que le président de la République prenne la parole pour ne rien dire, vous comprenez ce que ça peut provoquer comme choc. Et si vous permettez une illustration, puisque je vous ai souvent parlé de l'usage des pouvoirs qui avait été fait par De Gaulle dans la suite de Hitler, et rappelons que M. Sassou Nguesso a exactement les mêmes pouvoirs qu'avait Hitler pour transformer l'Allemagne en 3 ans, les mêmes pouvoirs qu'avait le général de Gaulle pour transformer la France en une année, en prenant 300 ordonnances dans la seule année 59, et qu'à la date d'aujourd'hui, ça fait exactement 11 ans que la crise a été déclarée au Congo et aucune ordonnance n'a été prise par le président de la République. Mais le plus grave, c'est de parler sans rien dire. Pourquoi j'insiste là-dessus?
Roosevelt arrive au pouvoir aux États-Unis pendant que l'Amérique est en train d'être absorbée par la crise de 1929. Dès la première semaine, Roosevelt s'adresse aux Américains. Il ferme toutes les banques pendant une semaine, réorganise en interne les finances des banques et la semaine d'après, quand il ouvre les banques de nouveau, s'adresse une seconde fois aux Américains et la parole du président a été la monnaie qui a redressé l'économie. La parole du président. Et ici, vous avez un président de la République qui n'utilise pas les pouvoirs présidentiels, n'utilise pas les pouvoirs de chef d'État, confisque les pouvoirs du gouvernement mais ne les utilise pas, absorbe les pouvoirs de toutes les autres institutions parce que les deux chambres parlementaires dépendent de lui, absorbe ces pouvoirs-là mais ne les utilise pas non plus. Et donc, et à la fin, quand il s'adresse à la nation, ne dit rien. Quand vous regardez à travers le monde l'usage qu'on fait des pouvoirs d'État, et l'usage qu'on fait de la parole présidentielle, vous vous dites qu'il est plus qu'urgent que M. Sassou Nguesso parte de la présidence de la République. Oui, mais pardon, Maître Poitiers-Amar, au début de votre réponse, vous avez souligné la non-tenue des promesses, de la liste des promesses que Denis Sassou Nguesso a eu à faire aux Congolais. Est-ce qu'on peut y revenir pour ceux qui nous suivent, bien sûr, à travers le monde, ceux qui ne connaissent peut-être pas le Congo-Brazzaville? Un petit rappel est nécessaire. Je prendrai une promesse parmi les plus récentes. Il y a un an en arrière, il a annoncé la création de 100 000 emplois. Évidemment, toute personne rationnelle n'aurait pas compris comment cela aurait été possible dans l'état de notre économie, mais en regardant les Congolais dans les yeux, il leur a annoncé la création de 100 000 emplois. Un an plus tard, même pas 1 000 emplois ont été créés, sinon qu'il y a eu 100 000 chômeurs de plus. Ils passent outre. Ils n'ont dit absolument rien. De la crise, quand il a parlé, il a simplement demandé aux Congolais d'être résilients. Et la résilience, ça fait 11 ans qu'il demande aux Congolais d'être résilients. Et donc, ça devient une panacée pour lui. Et d'ailleurs, on a le sentiment qu'en parlant de résilience, il pense à autre chose. Parce que la résilience, si c'est comme l'élastique, si vous tirez l'élastique à l'excès, ça finit par casser. Et là, nous sommes dans la situation de l'élastique qui ne peut plus s'étendre. Et pendant 2 mandats, vous avez dit, il a parlé de la résilience, qu'il se félicite d'ailleurs du peuple congolais. Et là, il est revenu, on peut résumer tout son discours en un seul mot, la crise. Voilà. Et puisque la situation, il a reconnu à demi-teinte, bien sûr, comme qui dirait qu'il y a la crise. Et cette crise, nous avons déjà aussi entendu déclarer le ministre des Finances qu'il n'y avait plus assez des ressources financières au Congo pour faire face à un certain nombre de charges, j'allais dire, incompressibles. Comment comprendre qu'un pays pétrolier comme le Congo, qui produit désormais 500 000 barils de pétrole par jour, et là encore, ce sont des chiffres officiels. C'est, je crois, Pascal Lissouba qui le disait, lorsque vous arrivez à Djeno, après Djeno, le Congo ne contrôle plus, voilà, toute la quantité du pétrole qu'on extrait au Congo-Brazzaville. Nous avons aujourd'hui aussi la production du gaz liquéfié. Nous exportons les minerais, nous exportons du bois. Comment expliquer qu'un petit pays comme le Congo, qui n'a qu'à peine 6 millions d'habitants, puisse manquer de l'argent, un pays pétrolier en crise? Est-ce que ça s'explique? Euh, Avant d'y répondre sur cette dernière partie, je retiens la première partie de votre question en parlant de crise. Vous avez rappelé que le président a parlé de crise dans son discours. Il a parlé de cette crise, mais il n'a pas dit ce qu'il compte faire face à cette crise. Et depuis qu'on parle de la crise, on n'annonce aucune solution. Il n'y en a aucune. Et d'ailleurs, quand on regarde la démarche gouvernementale, parce que vous avez la trajectoire budgétaire. En 2021, lorsque le nouveau gouvernement avait été mis en place, j'ai observé de près son emploi. Et lorsqu'il y a eu le premier correctif collectif budgétaire,
J'ai regardé ce qui s'était fait. Il y avait eu une modification dans les chiffres, mais la trajectoire budgétaire n'était pas modifiée. Et à ce moment, j'avais eu les assurances que nous allions dans le mur. Et plus d'une fois sur votre plateau, je le disais qu'on allait dans le mur. Quand il parle de crise, je vous ai parlé de Roosevelt. Roosevelt arrive et se trouve dans cette situation de crise. Dans les 100 premiers jours de la présidence de Roosevelt, c'est devenu aujourd'hui une référence mondiale. Tout nouveau gouvernement montre la direction dans laquelle il va dans les mesures qu'il prend dans les 100 premiers jours. Dans les 100 premiers jours de Roosevelt, il recrute un juriste d'exception à l'époque, Louis Brandeis, qui d'ailleurs s'installe à la Maison-Blanche et vit à la Maison-Blanche, dort sur un lit de camp dans son bureau à la Maison-Blanche pendant les 100 jours. Roosevelt et Brandeis sont dans un tête-à-tête avec le cabinet en train de produire les mesures qui allaient redresser l'Amérique. Et ces mesures, certaines sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc, des institutions ont été créées, des décisions ont été prises, l'Amérique a été redressée, son économie s'est relevée, la machine de production a été remise en route. Là, vous avez quelqu'un qui vient vous parler de crise. Donc, pour la 11e fois consécutive, pendant les 11 dernières années, il parle de crise, mais jamais il ne dit ce qu'il va faire face à la crise. Et c'est ça ce qui est le plus dramatique. Et ce qui fait que je ne cesse d'insister sur la nécessité, sur le fait qu'il y a une nouvelle génération qui est prête. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde, qui ont des compétences, qui animent des organismes à l'extérieur, qui travaillent dans le privé, qui sont compétents, qui savent ce qu'il faut faire pour redresser le pays. Et la vieille génération ne peut pas continuer à se cramponner au pouvoir lorsqu'ils n'ont pas de solution à proposer. Vous parlez spécifiquement du fait que le Congo, C'est un un pays pays pétrolier avec beaucoup d'énormes ressources naturelles, mais qui se retrouve aujourd'hui sans ressources financières, à court d'argent. structurellement, vous ne pouvez pas expliquer cela. Et le malheur, c'est que même conjoncturellement, vous ne pouvez plus l'expliquer parce que quand le monde était en crise avec la pandémie de la COVID-19, pendant cette période-là, souvenez-vous, on a parlé de la conjoncture internationale. C'était l'explication. Mais au moment où nous parlons, plus personne dans le monde ne parle de la conjoncture internationale pour expliquer l'état des finances de l'État. Et donc, que le Congo puisse avoir comme prétexte la conjoncture aujourd'hui, d'ailleurs, ils s'en sont rendus compte, ils n'en parlent plus. Donc, qu'est-ce qui explique la situation du Congo? Ce sont les hommes, ce n'est pas le pays. Parce que tous nos voisins, aucun de nos voisins n'est dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Même ceux qui ne produisent pas autant de pétrole que nous ne sont pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc la seule explication du sort que nous sommes en train de vivre, parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire que ça ressemble presque à un sort, c'est la qualité des hommes, la qualité technique des hommes, donc la compétence technique, mais aussi la compétence morale, parce que la morale est une compétence. Aujourd'hui, dans le monde, la morale est une compétence. La capacité à respecter les règles, à agir selon une certaine orthodoxie, c'est une compétence morale. Et quand vous avez un pays dans lequel l'argent de l'État n'est pas gardé au trésor, vous avez un ministre des Finances qui veut respecter l'orthodoxie en la matière, donc demande qu'on ramène l'argent public au trésor public, il est relevé et on maintient l'argent public en dehors du trésor public. Voilà un exemple simple de ce que c'est que l'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques et c'est une règle imposée par la CEMAC et un standard international. Oui, Nous mais sommes à mille pardon, lieues. maître Poiti Yamar, par rapport à ce que vous venez de nous rappeler, c'est-à-dire un ministre des Finances qui est
qui estime qu'il faut ramener le trésor, disons, la caisse centrale de l'État au trésor, et la réaction du gouvernement, c'est de le virer. À ce moment-là se pose tout de même une question. Après, j'étais en train de penser au déficit de la culture de pouvoir. Je me posais la question si Sassou Nguesso a cette culture de pouvoir, mais la vraie question, c'est de savoir si ce qui se passe au Congo-Brazzaville, puisque vous avez longtemps évoqué l'incompétence morale et peut-être aussi professionnelle, mais est-ce que réellement c'est un problème d'incompétence ou bien c'est simplement une stratégie de gouvernance, c'est-à-dire un pouvoir qui est là, évidemment, pour détruire, pour ne rien faire, parce que nous avons tout ce qu'il faut. Le Congo a l'argent, le Congo a des hommes. Et là, vous venez de prendre un exemple illustratif. Vous dites, un ministre décide de ramener la caisse de l'État au trésor. La réaction du gouvernement, c'est de le virer. À ce moment-là, on peut lire la vraie nature de ce pouvoir, en fait. Évidemment, parce que vous vous souvenez certainement, l'année passée, il y a trois économistes qui ont eu le prix Nobel d'économie, Acemoglu, Johnson et Robinson. Pourquoi ils ont eu le prix Nobel d'économie? Parce qu'ils ont apporté la démonstration dans un ouvrage qu'ils ont publié il y a 10 ans, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et je suis allé voir ce dont ils parlaient parce qu'ils expliquent et ils parlent de la ville de Nogales, à la frontière nord du Mexique et sud des États-Unis. Et donc, c'est la même population, la même ville traversée par une frontière. Quand vous êtes d'un côté, vous voyez l'opulence, et quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez la misère. Et donc, ils ont pris Nogales comme exemple d'étude pour comprendre ce qui se passait. Et je suis allé sur place et j'ai vu de quoi ils parlaient. Quelle est leur explication? Ils disent la différence dans les deux Nogales, c'est que les institutions ne sont pas les mêmes. Du côté des États-Unis, que ce soit les institutions politiques, judiciaires, économiques, sociales et les institutions au sens des habitus tels que l'emploient les Anglais, donc la façon d'être, de se comporter, ces institutions-là, du côté américain, ne sont pas celles qu'on retrouve du côté mexicain. Et donc, ils disent que pour se développer, si vous avez de bonnes institutions, vous vous développez. Si vous avez de mauvaises institutions, vous ne vous développez pas. Si vous êtes déjà développé et que vous voulez croître, il vous faut de bonnes institutions. Si vous avez de mauvaises institutions, vous n'allez pas croître. Et donc, en économie aujourd'hui, la détresse d'un État, d'un pays, d'un peuple va se lire à travers la qualité de ses institutions. Or, Oui, mais les dans le cas du institutions, Congo, pardon, les bonnes institutions avec des mauvaises personnes, qu'est-ce que ça donne? et je vous laisse répondre à cela, mais ce que je voulais vous dire, parce que évidemment, je vous vois venir, vous expliquer qu'avec les mauvaises institutions, plus les mauvaises personnes, c'est une circonstance aggravante et donc la situation, la réponse ne peut être que pire. Or, qu'est-ce que je vous dis des institutions congolaises depuis plusieurs mois? C'est que nous n'avons plus d'institutions. Il y a un homme qui est devenu à lui tout seul toutes les institutions. D'abord, il faudrait lire son parcours, son rapport. Quand vous cherchez l'explication, vous me demandiez tout à l'heure comment expliquer qu'un pays très riche a une population très pauvre et le pays est détruit, il est dévasté. Et la réponse, c'est qu'il faut observer le cheminement institutionnel du Congo et le rapport du président de la République actuelle, donc le rapport de l'homme au pouvoir, le rapport de l'homme à l'État. Le président Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1979. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prend un acte fondamental qui écarte l'organisation ancienne des pouvoirs et instaure une nouvelle organisation des pouvoirs. Ensuite, dans la même année 79, il fait adopter une nouvelle constitution. En 1984, 5 ans plus tard, il n'est pas content de la constitution qu'il venait de faire adopter lui-même. Il modifie cette constitution, mais qu'est-ce qu'il y a dans la modification? Il accapare les pouvoirs du Premier ministre. Donc la modification de 84 présidentialise
la Constitution à l'époque. En 92, les Congolais adoptent une nouvelle constitution. C'est le peuple qui veut de cette constitution. Lui, il vient avec des chars dans la République, chassé par les urnes, par les Congolais 5 ans plus tôt. Il revient par les armes chasser le président que les Congolais avaient choisi. Et que fait-il à ce moment-là? De sa plume, à lui tout seul, il abroge la constitution adoptée par tout le peuple congolais. En 2002, il adopte une nouvelle constitution. Et en 2015, il n'est plus content de la constitution qu'il avait lui-même adoptée. Et qu'est-ce qu'il nous propose en 2015? Une constitution qui ressemble trait pour trait à la constitution qu'on avait adoptée en 92, qu'il avait écartée en 97. Donc, dans un document que j'avais publié en 2015, demandant déjà son départ à l'époque, je disais, je le désignais comme un agent de désordre institutionnel. Et donc, quand des prix Nobel vous disent que si vous n'avez pas de bonnes institutions, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas progresser, et nous, non seulement on n'a pas que de mauvaises institutions, on n'en a plus parce qu'un seul homme monopolise tous les pouvoirs, mais en plus, nous avons un agent de déstabilisation institutionnelle, un agent de désordre institutionnel au cœur de la République. Je ne donne pas cher de notre peau. Nous avons également assisté à un défilé militaire qui a coûté beaucoup d'argent, visiblement, voilà, mais aussi un concert de musique qui s'est terminé, je dirais, par un spectacle de violence digne d'un film de western. Alors que ce jour était censé être un jour bien sécurisé. On a vu comment est-ce que le boulevard des armées, là où lui, il assistait au défilé, était bien sécurisé. On arrive au stade Massamba Débat. Alors là, ça se termine par des images que je vous propose de suivre et on revient sur le plateau. Ah bien, ok, ah on a Kifi, va changer, on est ensemble, on demande à la sécurité, s'il vous plaît, de rentrer dans la foule et d'identifier les personnes qui sont en train de jeter les pantalons sur les autres. Sinon, on ne continue pas la fête, s'il vous plaît. Que la sécurité rentre dans la foule afin d'identifier les personnes qui jettent des projectiles, s'il vous plaît. La fête est belle, on est en train de continuer la fête. Mais on veut que tout le monde rentre en sécurité, parce que c'est une fête nationale. Voilà, alors maître Charles-Anissé Poitiers-Amar, que vous inspire ce genre de spectacle le jour même de la célébration, j'allais dire ultime, la fête de la dépendance? Et vous avez mentionné un fait particulier, c'est que lorsque lui, il était présent, il y avait l'ordre. Et là où lui, il n'était pas, il y avait le désordre. Ce qui signifie le soin qu'il porte à sa sécurité et l'indifférence qu'il affiche à l'égard de la sécurité des Congolais. Parce que quand il veut, il peut, et ça, on le voit. Donc, ces deux images parlent d'elles-mêmes. D'une part, là où lui il est, il y a l'ordre, il y a la sécurité. Et là où il n'est pas, il n'y en a pas. Il y a une autre image comme ça qui parle d'elle-même. Il faudrait regarder l'état des routes du Congo. J'observe, vous avez rappelé mon parcours académique, donc j'ai quelques acquis de sociologie et en toute modestie à cet égard, j'observe la société avec le regard du sociologue aussi. Et la route, pour moi, est un élément très parlant au Congo, que ce soit les routes rurales ou les routes urbaines. Sur la route congolaise, vous avez toute la société congolaise. Donc, vous avez le désordre dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez le voir sur la route, les panneaux de signalisation qui n'existent pas, les routes qui ne sont pas tracées, les feux qui ne fonctionnent pas, et chacun peut clignoter à gauche et virer à droite sans que ça ne pose de problème. On traverse partout. Donc la route congolaise est très éloquente. Et elle dit une autre chose, c'est que quand vous êtes à Brazzaville, la seule route qui est dans un bon état, c'est la route qui part de l'aéroport jusqu'au palais présidentiel et à la maison privée du président de la République en Pila.
Donc, quand vous arrivez chez le président, après le président Abdillah, la route est complètement dégradée. Mais de chez lui jusqu'à l'aéroport, la route est en très bon état. À Pointe-Noire, c'est pareil. La route qui part de l'aéroport jusqu'à la résidence privée du président de la République à la côte est une route qui est bien entretenue. Et les autres routes sont laissées pour compte. Et donc, ça ne vous surprend pas. Le regard de l'homme par rapport à la société, son rapport aux autres, son rapport à la société et à l'État. Évidemment, on note, je ne sais pas si c'est une volonté manifeste de ne rien faire, je l'ai déjà dit un peu plus en amont, et vous prenez là aussi d'autres exemples qui inspirent, en fait, j'observe évidemment les routes. Au Congo, vous l'avez dit, lorsque vous les regardez, il n'y a pas de repères. En fait, c'est des routes, j'allais dire, un réseau routier mortifère parce qu'il n'y a pas de repères, pas de marquage au sol, ça ne signale à rien, c'est le désordre. Et d'ailleurs, on lit ce désordre aussi, vous l'avez dit, au niveau des institutions du Congo. Et là, quand on revoit l'histoire du Congo, c'est-à-dire 60, 1960, on est indépendant. 2025, on célèbre le 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. Après, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'on a réellement célébré parce que tous les indices que nous avons en face montrent que c'est un désordre organisé en fait. C'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'y a pas des compétences, nous l'avons démontré tout à l'heure. Le Congo a l'argent, a des ressources, a des hommes formés d'ailleurs. On est en train de les découvrir, mais qu'est-ce qui peut expliquer tout ce désordre qu'on note au Congo-Brazzaville? Alors, qu'est-ce qu'on a célébré? Si pendant 65 ans, on n'a pas pu donner aux Congolais les fondamentaux, s'il faut le dire comme ça, qu'est-ce qu'on a célébré au Congo en fait? La date du 15 août 1960 est une date problématique pour le Congo. Je ne dirais pas polémique parce que historiquement, on peut être situé, les faits sont constants. Mais quand je dis problématique, c'est parce que on a donné à consommer à l'opinion publique une chose qui n'est pas vraie par rapport à cette date. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qu'on a célébré, j'ai envie de dire d'abord qu'on a célébré la proclamation et je ferai la différence entre la proclamation et l'indépendance elle-même parce que le Congo devient indépendant à la suite de la signature des accords d'indépendance. Mais ces accords d'indépendance ont été signés le 14 juillet 1960, pas le 15 août 1960. Donc, on signe le 14 juillet 1960 et on proclame le 15 août 1960. Les Sénégalais ont signé les accords d'indépendance le 4 avril 1960 et ils ont proclamé leur indépendance le 20 août 1960. Mais ils célèbrent la date du 4 avril 1960. Alors ici se poserait la question de savoir pourquoi dans le cas du Congo, on signe le 14 juillet, mais on célèbre le 15 août. Parce que ce qui s'est passé, et d'abord pour les Sénégalais, il faudrait rappeler que dans un premier temps, ils avaient le 20 août, c'est après qu'ils sont revenus au 4 avril. Il va se passer avec ce que nous appelons l'accession à l'indépendance, que le président de la République a appelé l'accession à la souveraineté internationale, ce qui juridiquement est vrai, mais factuellement n'était pas vrai. Ce que nous appelons la différence entre les deux dates chez nous, c'est que 1960, c'est l'officialisation, non pas seulement de l'accession à l'indépendance, mais l'officialisation du premier coup d'État congolais. Le premier coup d'État parce que Youlou fait son premier coup d'État à ce moment-là. Pourquoi? Youlou n'avait pas mandat d'aller négocier les accords d'indépendance. Les Congolais s'étaient exprimés par référendum en 1958 et avaient accepté le projet qui leur avait été proposé. Et donc, si des changements devraient avoir lieu,
par rapport à la situation dans laquelle il s'était placé juridiquement, ça devrait être par voie de référendum, ce qui d'ailleurs s'est passé en Algérie. Donc, quand les Algériens ont, malgré que le peuple avait accepté par voie de référendum ce qui s'était fait en 1958, mais ceux qui étaient en train de faire la guerre d'indépendance ont continué la guerre d'indépendance. Donc, le général de Gaulle dit quoi? Puisqu'il y a eu un référendum et que les gens ont accepté la situation, mais vous, vous faites la guerre pour l'indépendance. Donc, il faudrait faire un deuxième référendum pour être sûr que ceux qui sont en train de faire la guerre sont en adéquation avec le peuple algérien. Donc, il y a eu le référendum de 61 en France sur la situation en Algérie, et ensuite, il y a eu le référendum de 62 dans lequel les Algériens ont dit qu'ils voulaient l'indépendance, et c'est ainsi que dans le cadre des accords d'Évian, ils sont arrivés à l'indépendance. Dans le cas du Congo, les Congolais, les hommes politiques de l'époque, Youlou en tête, demandent aux Congolais d'accepter la constitution de 58, ce que les Congolais font par référendum. Mais ensuite, dans le dos des Congolais, lui, il va signer des accords d'indépendance avec la France, mais qui sont des accords dans lesquels il rendait d'une main ce qu'il prenait de l'autre. Parce qu'il n'y a pas que les accords d'indépendance qui ont été signés ce jour-là, il y a aussi eu les accords de coopération, dans lesquels l'armée française restait au Congo, la monnaie restait une prérogative de la France, et puis certaines autres matières telles que la diplomatie congolaise devrait dépendre de la France, et aussi la formation des cadres qu'on lui donnait comme une récompense. On va former vos cadres, mais dans l'entretemps, la France donnait d'une main et reprenait de l'autre. Et les Congolais n'étaient pas au courant. Et quand Youlou arrive en 1960 et proclame l'indépendance, informe les Congolais d'un aspect des accords qu'il avait signés, mais ne les informe pas des autres. Pourquoi Youlou a intérêt à signer ces accords dans les conditions dans lesquelles ça se faisait? Parce que la France, puisqu'il lui signait des accords qui faisaient que l'armée française est restée au Congo, particulièrement à Brazzaville, il devenait le président de la République du Congo sans passer par les urnes. Donc, la France lui garantissait l'accès à la présidence de la République de façon automatique, alors que ce nouvel État n'avait pas d'institution, donc devrait former ses institutions et donc devrait élire son président de la République, ce que Youlou ne fait pas. Et rappelez-vous, la même chose se produit en Angola. Les Portugais quittent l'Angola et donnent le pouvoir à Agostinho Neto, alors qu'il y a trois partis, le MPLA, le FNLA de Oldeno Roberto et l'UNITA de Jonas Savimbi. Mais le fait que le Portugal donne le pouvoir à Agostinho Neto, ça a provoqué la guerre en Angola. Et cette guerre a duré plus de 20 ans parce que Oldeno Roberto et Savimbi n'acceptait pas le coup d'État de Agostinho Neto. Quand les Espagnols, je finis par cet exemple, quittent la Guinée équatoriale, il y avait un chef de gouvernement provisoire, Bonifacio Ondo Edu. C'était lui le chef du gouvernement provisoire, un peu comme Youlou chez nous. Mais quand les Espagnols se retirent, ils ne font pas de Bonifacio Ondo Edu le président de la Guinée équatoriale. Ils organisent des élections avant de se retirer. Et le président du conseil provisoire perd ces élections-là. Et c'est ainsi que Francisco Macias Nguema devient le premier président de la République de la Guinée équatoriale. Et donc, dans notre cas, maître, nous avons eu le coup d'État de Youlou. Oui, maître Poitiamar. En fait, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous êtes en train de nous dire que le Congo n'a jamais été indépendant. Je suis en train de dire que juridiquement, le papier qui avait été signé au niveau international nous donnait une existence internationale puisqu'on a pu s'enregistrer aux Nations Unies. Mais ça, c'était sur le plan juridique. Factuellement, Youlou avait abandonné une part de la souveraineté en même temps qu'il en prenait une autre officiellement. Et donc, ce que
l'on célèbre le 15 août, ce n'est pas l'indépendance, mais l'acte de proclamation de l'indépendance. Donc ce jour-là, Yulu a proclamé l'indépendance. Mais est-ce que nous étions de plus en pleinement... plus, Permettez-moi de finir. je vous en prie, vous de finir sur cette question. De plus en plus, les gens parlent des pères de l'indépendance du Congo. Et là, on est en train de noter, voilà, tout ce que vous avez eu à développer dans votre réponse tout à l'heure. Après, moi, je reviens sur la question précise. Le Congo est-il indépendant, oui ou non? Je réitère la réponse que j'avais commencé à donner, en tout cas, je la complète. J'avais dit que juridiquement, oui, parce que nous accédons à la souveraineté internationale de façon formelle, puisqu'on s'enregistre aux Nations Unies et les Nations Unies n'enregistrent que les territoires souverains. Et donc, de ce point de vue, oui. Mais factuellement, est-ce que nous étions indépendants, puisque Yulu qui signe les accords et signe d'autres accords secrets au moment où nous sommes en train de parler, les Congolais ne connaissent pas les accords qui avaient été signés, les accords de coopération. Les Congolais ne les ont jamais vus. En Côte d'Ivoire, le professeur Mamadou Koulibaly, quand il était président de l'Assemblée nationale, avait publié l'ensemble de ces accords. Au Congo, on ne connaît pas le contenu exact de ces accords. Donc, Yulu signe des documents, il prend officiellement l'indépendance, mais il compromet une partie de cette indépendance. Est-ce que nous sommes, au moment où nous sommes en train de parler, indépendants? Je vais répondre par des illustrations. Notre économie dépend à 80% du pétrole. Donc, dans le budget de l'État, nos recettes, elles sont constituées essentiellement des revenus du pétrole. Or, pour ce pétrole, nous dépendons totalement des sociétés qui exploitent, notamment Total et Eni, pour savoir quelle est la production. Nous avons une part dans cette production, mais nous ne savons pas quelle est la quantité totale produite. Ce sont ces sociétés qui nous disent qu'est-ce qu'elles ont produit et donc indirectement nous disent qu'est-ce qui nous revient. Imaginez que vous alliez à la pompe. C'est vrai qu'au Canada et dans les pays occidentaux en général, ça se passe comme ça. Vous arrivez à la pompe, vous vous servez l'essence, ensuite vous allez dans la boutique et vous donnez votre carte, mais celui qui est à la caisse sait déjà qu'est-ce que vous avez consommé, donc lui, il prélève. Mais le cas du Congo, c'est celui d'une pompe où vous arrivez avec votre voiture, vous vous servez l'essence, ensuite vous allez dans la boutique dire au vendeur, j'ai mis telle quantité de carburant dans ma voiture, donc je vous paye tant. Et lui n'a aucun moyen de vérifier si vous avez fait le plein ou pas et si ce que vous lui dites est vrai. Donc, pour un pays indépendant, nous dépendons d'une entreprise privée pour savoir qu'est-ce que nous allons recevoir par rapport aux revenus, par rapport à une ressource qui nous appartient. L'Angola est devenue indépendante le 11 novembre 1975, donc 15 ans après le Congo, mais chaque baril, chaque litre de pétrole tiré du sol angolais, les Angolais savent exactement qu'est-ce qui a été tiré de leur sol. Le Sénégal vient de commencer cette année la production de son pétrole. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les Sénégalais? Ils ont créé une école supérieure des pétroles où ils vont former des ingénieurs, ils vont former des managers, ils vont former dans tous les métiers du pétrole. Donc, avant de commencer l'exploitation, ils ont créé l'école. Et tout ce qui sera produit au Sénégal, les Sénégalais sauront au litre près qu'est-ce qui est sorti de leur sol. Depuis les découvertes majeures de pétrole et de gaz au large de ses côtes, le pays se prépare à devenir un acteur incontournable de l'industrie des hydrocarbures. Cette dynamique nouvelle a suscité un besoin pressant de compétences locales qualifiées, capables de prendre en main les projets d'exploration, de production, de gestion et de transformation des ressources énergétiques. C'est dans ce contexte stratégique qu'a vu le jour l'Institut national du pétrole et du gaz, plus connu sous le nom d'INPG. Créé par décret présidentiel en 2017, l'INPG est bien plus qu'un simple établissement de formation.
Il est l'outil central mis en place par l'État sénégalais pour construire une expertise nationale forte, pour former les ingénieurs et les cadres de demain, et pour garantir que la richesse tirée du sous-sol bénéficie d'abord aux Sénégalais et aux Sénégalaises. L'INPG incarne ainsi la volonté de souveraineté énergétique et de transfert de compétences dans un secteur longtemps dominé par des entreprises étrangères. Sa mission est claire, renforcer les capacités techniques nationales, anticiper les besoins du marché, et produire une main-d'œuvre locale hautement qualifiée, capable de répondre aux exigences des compagnies pétrolières et gazières, mais aussi de s'adapter aux mutations constantes du secteur. Et nous, 65 ans après, nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui sort de notre sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Donc en termes de dépendance et d'indépendance, vous voyez qu'on est loin du compte. Évidemment, c'est là que je souhaiterais également savoir de vous, que pensez-vous donc du régime PCT incarné par Denis Sassou Nguesso qui visiblement travaillerait pour les intérêts, la France-Afrique encore, c'est un euphémisme, hein, pour les intérêts français, la vérité c'est ça. En effet, la conférence nationale de ce pays a adopté dans l'enthousiasme une nouvelle constitution qui non seulement supprime les références marxistes du régime, mais surtout instaure le multipartisme. Du coup, le président Sassou Nguesso, qui appartient à une ethnie minoritaire du nord du Congo, n'a plus aucune chance d'être réélu à l'occasion des premières élections véritablement démocratiques du pays. Mais Denis Sassou Nguesso a été pendant des années l'homme de Elf. Pour les dirigeants de la compagnie, il est hors de question qu'ils perdent le pouvoir. Il faut trouver une solution. C'est que ce régime qui a accepté tout brader, j'allais dire, tout laisser faire par la France. Et là, vous étiez en train de donner des exemples sur le pétrole congolais 65 ans après ou 50 ans après la découverte du pétrole au Congo-Brazzaville, comme on repose souvent, en République du Congo, mais c'est aussi le Congo-Brazzaville, pour le distinguer du Congo-Kinshasa. 50 ans après, le Congo ne contrôle toujours rien. Et vous l'avez bien expliqué, évidemment, à la conférence nationale, si nous l'avons suivi, c'est que le Congo, c'est plutôt Elf en ce temps-là, donc devenu Total, c'est la même société. C'est Elf qui disait au Congo, voilà ce que nous avons trouvé pour vous. Et il arrivait même que, si je ne me trompe pas, c'était, je crois, quelque chose de 100 000, c'est ça, non? 10 000 francs français pour la production pétrolière du Congo pour une année. Et donc, moi, ma question, que vous inspire le régime Sassou, le régime PCT? N'est-ce pas là un régime qui éternise, j'allais dire, qui continue à agir comme un régime colonialiste? Certainement qu'on pourrait lui trouver de tels relents en cette période, mais il faudrait quand même distinguer les étapes parce que aussi critique qu'on peut être à l'égard du PCT, moi je suis certainement sévère à son égard parce que ce fut un parti unique et les partis uniques sont des partis violents par nature. Ils l'ont montré en confisquant les libertés publiques et individuelles dès la création du parti et pendant tout le règne du monopartisme. Donc, de ce point de vue, je suis aux antipodes des valeurs de ce parti. Mais il y a des choses que ce parti a eu à faire qu'on ne peut pas passer pour compte. Nous parlons d'indépendance. Dans le cadre de cette indépendance, il faudrait rappeler que si la proclamation a été faite en 1960, il nous restait
à remplir le tonneau qu'on avait reçu, un tonneau vide, mais il nous restait à le remplir. Donc, le 15 août 1960 marque le point de départ de la lutte pour l'indépendance. Donc, c'est une indépendance qui reste à conquérir pour nous. Et dans cette démarche de conquête, on ne doit jamais oublier Massamba Deba, qui était présent le 14 juillet à Paris, donc à la signature des accords, mais qui n'était pas content de ce qui avait été fait, notamment les accords consistant à maintenir l'armée française au Congo sous couvert de la coopération. Quand Massamba Deba deviendra président, il demandera à l'armée française de quitter le Congo. Et l'armée, il a demandé en 65 ce que nous voyons dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qu'on demande à l'armée française de partir. Ce sont des jeunes qui le font aujourd'hui et les jeunes Congolais les admirent. J'aimerais leur rappeler qu'un jeune Congolais, président de la République, avait fait ce qu'ils admirent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il était le premier dans toutes les anciennes colonies françaises. Massamba Deba était le premier à demander à l'armée française de quitter le Congo. Et quand vous suivez les discours de Massamba Deba, il disait « Nous avons pris l'indépendance, ne nous donnez pas des conseils de prudence. Si les choses se passent mal, elles se passeront mal pour nous, donc nous les assumons. » L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Je fais un lien avec le PCT puisque la question c'était sur le PCT. Pourquoi j'en parle? Je voulais parler de Marien Ngouabi. Le PCT a été dirigé par plusieurs hommes et le PCT n'a jamais été le même selon les hommes qui l'ont dirigé. Du temps de Marien Ngouabi, le PCT n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un homme honnête. Souvenez-vous qu'il avait sauvé la vie à Bernard Kolela, qui attachait au poteau lorsqu'on lui demandait, comme Marien Ngouabi lui demandait de renoncer à ses idéaux pour avoir la vie sauve. Kolela avait préféré mourir que de renoncer à ses idéaux. Il avait dit, je ne me trompe pas, c'est vous qui vous trompez et c'est vous qui devez changer. Et Marien Ngouabi avait dit, il croit en ce qu'il dit, laissez-lui la vie sauve. Et donc, Bernard Kolela était sauvé ainsi. Mais sur l'indépendance, pardon. Un bon exemple, pardon. Sur l'indépendance. Je vous en prie. Vous allez continuer, vous aurez tout le temps, mais c'est un bon exemple que vous prenez. Moi, je vous ai posé la question. Elle était précise. Le régime PCT, incarné par Denis Sassou Nguesso. Je vais être clair là-dessus, parce qu'évidemment, l'indépendance est là. Vous avez expliqué comment c'est arrivé avec, par exemple, Massamba Deba qui a demandé aux troupes françaises de rentrer. Donc, on a eu des gens, Marien Ngouabi également, on a eu des gens qui étaient capables, évidemment, de consolider cette indépendance. Mais dès lors que, et quand Sassou Nguesso arrive, jusqu'à presque la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes le 26 août 2025. Le constat, c'est que sous Denis Sassou Nguesso, donc le PCT sous Denis Sassou Nguesso, et tout le monde, je crois, a dû constater cela, Sassou Nguesso a réduit le PCT à sa simple personnalité. D'accord? Et le faisant, il s'est accaparé de toutes les institutions, c'est vous qui l'avez même rappelé tout à l'heure, mais on se rend compte que sous Sassou Nguesso, le Congo a régressé, en fait, est reparti sous le contrôle, je peux me tromper de dire, du colonialisme, mais bon, après ça prend d'autres formes, sous le contrôle presque total de la France. Et là, on vit une forme de colonisation avec Sassou Nguesso. Voilà pourquoi je vous posais la question précise. Sous Sassou Nguesso, est-ce qu'on peut parler d'un Congo, d'une république du Congo indépendant? Je vais répondre précisément à cette question-là. Je finis avec l'exemple de Marien Ngouabi parce que je vous disais que la souveraineté congolaise est à conquérir progressivement et Massamba Deba avait posé les bases de la conquête de la souveraineté. Marien Ngouabi, de son côté, avait agi pour rétablir la souveraineté du Congo lorsqu'il était en désaccord avec la société exploitant les potasses du Congo, quand ils étaient en désaccord sur le partage de production
Marien Ngouabi avait nationalisé la potasse. Et pour que vous pour que vous preniez conscience de la gravité de l'acte qui avait été posé à cette époque-là, c'est que la potasse était la première société nationale du Congo. On dépendait totalement d'elle, un peu comme Total aujourd'hui. Donc, nationaliser la potasse à l'époque, c'est comme nationaliser Total aujourd'hui. Donc, il fallait une certaine envergure, un certain courage pour en arriver là. Quand vous parlez du président Sassou Nguesso dans son rapport à son parti, j'ai dit que ce parti a évolué avec le temps. Les partis uniques finissent toujours par se jeter dans les bras de leur chef. À la fin, le chef n'est plus au service du parti, mais c'est le parti qui se met au service du chef. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Le Parti congolais du travail n'est plus ce qu'il était en 1968 à sa création, ou même dans les années 70 où il y avait des débats en interne, il y avait des courants. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent le contraire sont persécutés. Vous vous souvenez du seul tort d'André Okombi-Salissa, c'est d'avoir voulu qu'il y ait l'alternance en interne. Il disait, quitte à ce que ce soit n'importe qui dans le parti, mais l'alternance, qu'on ne modifie pas la Constitution. Okombi-Salissa est en prison. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé aux philosophes qui étaient au sein de ce parti. Donc, l'EFOBA, qui aujourd'hui est presque banni des milieux, des hautes sphères de ce parti. Vous vous souvenez de Zachary Boao, un autre philosophe qui est lui aussi banni des hautes sphères. Or, la décadence de la Grèce est arrivée lorsqu'on a exécuté Socrate. Quand on a commencé à faire la chasse aux hommes d'idées, aux esprits, ça a provoqué la décadence de la Grèce. Et lorsque Rome était à son apogée et que Caligula a chassé les philosophes de Rome, la chute de Rome n'a pas tardé. Et donc, ce parti est devenu un parti où on persécute les gens qui pensent. Est-ce que sous Sassou Nguesso, le PCT est reparti dans les bras de la France? C'est un sujet à la fois simple et complexe. Simple parce qu'on peut dire oui et puis on arrête là et la plupart des gens seront d'accord puisqu'il est revenu dans les valises de la France en 1997. Mais la nuance s'impose, je pense que c'est Jean Ziegler, si je ne me trompe pas, Antoine Ziegler plutôt, qui a écrit un ouvrage appelé Afrique-France. Dans Afrique-France, il parle de l'inversion des rapports de force entre les tyrans installés par la France dans les pays africains et la France. Donc, ces gens seraient devenus dépendants dans une certaine mesure. Non, la France serait devenue dépendante de ses propres créatures. Et on a donné l'exemple avec Omar Bongo. Dans le cas spécifique du président Sassou Nguesso, Omar Bongo, je voulais dire qu'il faisait démettre des ministres en France et faisait nommer des ministres en France. Donc, il y a un reportage là-dessus. Le cas du président Sassou Nguesso s'inscrit dans cette complexité. Nous sommes en train de parler de l'indépendance de notre pays. Donc, ce n'est pas parce que je suis opposé à ces choix politiques et que j'exige, je demande répétitivement qu'il puisse quitter la fonction présidentielle parce qu'il fait plus de mal que de bien au pays, que je dois méconnaître ces agissements qui peuvent être favorables à la nation. Et d'ailleurs, il n'a pas fini ses fonctions, donc l'heure du bilan n'est pas encore arrivée, elle viendra. Le président Sassou Nguesso a mis la France en difficulté à un moment donné et ça a été perçu à l'envers par la plupart des Congolais. Vous avez eu l'occasion de confirmer sur ce plateau que j'étais dans les événements de 2015. J'avais exprès quitté le Canada pour mener la lutte sur le terrain contre le changement de la Constitution. Et donc, j'ai vécu ces choses de l'intérieur sur le terrain au Congo. Mais avant, je les avais vécues aussi de l'intérieur en France, dans des cabinets ministériels, dans des discussions avec des personnalités. Il était acquis en France que le président Sassou Nguesso devait partir.
Le président Hollande avait, dans un discours de décembre 2013, dit que ceux qui ne partiraient pas, ceux qui changeraient les constitutions pour se maintenir au pouvoir, la CPI était là pour eux. Ce message-là était un message pour le président Sassou. Qu'est-ce que le président Sassou a fait? Il a tenu tête à la France. Il a tenu tête aux États-Unis parce qu'à ce moment-là aussi, il faut s'en souvenir, Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, avait dit ceux qui ne changeront pas seront changés. Et lui, il était l'un des destinataires de ce message et beaucoup d'émissaires sont venus le voir à Brazzaville pour lui demander de partir. Et donc, qu'est-ce que nous avons observé à ce moment-là? Le président Sassou bravant les plus puissants du monde. Disons, je suis dans mon pays, je vais me maintenir au pouvoir, même si vous ne le voulez pas. Et quand le président Hollande déclare le 20 octobre 2015 que le président congolais a le droit de consulter son peuple, il ne le déclare pas parce qu'il le veut, il le déclare parce qu'il veut empêcher ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, dans les États de l'AES. Il ne veut pas qu'il y ait un exemple dans les anciennes colonies de quelqu'un qui aura bravé la France avec succès. Donc, c'est Oui, mais à ce malgré lui. pardon, Non, maître, il faudrait me laisser de finir le oui, raisonnement. je vais vous laisser continuer, mais il y a un élément qu'il faut éclaircir à ce Non, mais niveau-là. vous allez rebondir. Vous allez Oui, oui. rebondir. Notez-le. Vous Vous allez allez continuer tout rebondir. à l'heure, mais nous avons aussi un problème de temps, maître. C'est ce que je crois. On Mais doit se oui, donner mais le temps. Mais je vais si vous vous laisser continuer interrompez sur. les raisonnants, Je vais vous les laisser continuer raisonnements. sur ce point. Je vais vous laisser Oui. continuer sur ce point, mais il faut nuancer quand même les choses parce que vous dites Denis Sassou Nguesso bravant la France et la France craignant ce qui se passe Mais il actuellement, fallait me évidemment dans les laisser pays d'otages. terminer J'en le arrive. raisonnement dans ce cas. Je vais terminer ma question. Et je pense qu'il faut nuancer les choses parce que si la France avait reculé, la France encore, c'est nous qui disons la France. Si Hollande avait reculé et aujourd'hui nous avons tous les éléments nécessaires, c'est parce qu'il a été corrompu. L'argent dont on parle aujourd'hui, les 14 000 milliards qui ont disparu au Congo, une bonne partie a été remis à Hollande. Et ça, je le dis devant la télé, devant le public, et parce que nous avons les éléments là-dessus. Donc ça a été une corruption en fait. Hollande a reçu son argent, il a reçu aussi l'argent pour organiser la COP 21 du Congo, bien sûr, l'argent du Congo. Donc Sassou Nguesso a agi par corruption. Et sachant également que la France est celle qui défend, évidemment, son précaré, comme on l'appelle, sinon les pays qui sont sous son influence au niveau de l'ONU, ben, la France a pesé également de son poids de l'autre côté. Mais c'était de la corruption, ça n'a rien à voir avec un président qui a bravé la France, une puissance comme le font d'ailleurs les Nigérians ou les, comment on les appelle, les Burkinabés, prenons les Burkinabés, les Maliens. Et lui. Non, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le Mali, le Burkina Monsieur, Faso et monsieur, comment on appelle ça. monsieur Perrin, Au Congo, ça a été une monsieur corruption et Perrin, ça, moi, je peux mettre ma main Monsieur au feu. Perrin, l'un n'exclut pas l'autre, je pense plutôt, et je ne m'avance pas assez sur les aspects que vous soulevez, qui sont Oui, vrais, mais ça, moi, je le puisque, confirme enfin, parce que nous quand je avons dis des qu'ils éléments sont vrais, là-dessus, de quand je corruption en dis plus. qu'ils sont, oui, quand je dis qu'ils sont vrais, c'est parce que nous avons un gouvernement corrupteur, corrompu et corrupteur. Et donc, qu'il y ait eu des actes de corruption, ça ne peut surprendre personne. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans cette démarche-là, on n'avait jamais vu auparavant un président de la République dans les anciennes colonies braver la France et puis se maintenir. Dans ce cas précis, si vous étiez au courant de ce qui était en train de se passer en France, toutes les tractations qu'il y avait, je pense qu'on n'est pas encore à l'heure des mémoires pour dire avec qui on a parlé, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a vu, mais je peux vous assurer qu'il y avait un véritable bras de fer à ce moment-là. Et ce que je vous dis ne change rien de mon opinion sur le président Sassou. Non, je ne Je voulais l'ai pas dit au changer début votre de, opinion. C'était voilà, surtout je préciser. l'ai dit au début de l'émission
que je l'ai désigné il y a 10 ans, il y a 10 ans déjà en arrière, comme un agent de désordre institutionnel dans notre pays. Et je ne cesse de rappeler sur votre plateau la nécessité qu'il quitte dans l'urgence les fonctions présidentielles qu'il occupe inutilement. Mais pour les faits de l'histoire, les jeunes pourront se rappeler, quand bien même ce n'est pas dans l'intérêt du Congo que le président Sassou a résisté et a voulu se maintenir au pouvoir. La preuve, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si c'était dans l'intérêt du Congo, nous serions dans une très bonne situation aujourd'hui. Non, il a fait dans son intérêt propre de se maintenir au pouvoir. Mais n'empêche que par la même voie, il a montré aux Congolais qu'il est possible de faire contre la France. Il a montré aux Congolais qu'il est possible dans son pays de faire des choix et de mettre la communauté internationale devant un fait accompli lorsqu'il y a un C'était pas intérêt la bonne national. méthode. Par la corruption, c'est pas un bon exemple. Vous savez, les affaires d'État sont des affaires très, très compliquées. Oui, Et lorsqu'on veut, vous savez que pour que les Américains puissent entrer en Irak, on a soudoyé des généraux de Saddam Hussein. De nombreux généraux ont reçu de l'argent, nombreux ont été mis à l'abri. Souvenez-vous que quand les Américains sont arrivés, tout le monde n'a pas été jugé parce que l'armée américaine avait utilisé de l'argent pour éviter qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des morts, et oui, donc ils ont évidemment, moi ça je acheté comprends ça la bien. victoire. Tout chemin mène à Rome, comme on l'a toujours dit, mais je dis et je répète, c'est pas la bonne méthode, la corruption. Il faut tenir tête comme on fait d'ailleurs les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Ça, je suis d'accord. Mais si c'est par la corruption, c'est un exemple que moi je ne souscris pas. Maître, on va donc peut-être évoluer si vous avez fini sur ce volet. C'est pour Sur ce regarder. volet, sur ce volet, si vous me permettez, ce n'est pas une digression puisque nous parlons toujours des indépendances et je pense utile d'aborder un aspect important, c'est que il y a une contradiction de la part de ce gouvernement qui, d'une part, va chercher de Brazza en Algérie. Les Algériens ont fait la guerre pour avoir leur indépendance. Et le pouvoir algérien se rend compte, et ça, ce sont des générations qui ont suivi. Donc, quand les Bouteflika qui ont fait la guerre d'indépendance arrivent au pouvoir, ils se rendent compte que de Brazza est enterré en Algérie et que ce de Brazza était un colonisateur. Ils ont demandé à ce que sa dépouille soit enlevée de l'Algérie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est M. Sassou Nguesso qui va demander à accueillir cette dépouille et qui dira à nos enfants et qui étaient très petits à l'époque, parce que je me souviens encore de la publicité qui passait à la télévision où on voyait le président de la République dire De Brazza était un humaniste. Donc un humaniste qui a été chassé d'Algérie, et le Congo a construit pour lui un monument avec une statue qui est la plus grande. Même André Grenard-Machua n'a pas une telle statue au Congo. Et nous célébrons le colonisateur et le même gouvernement, le même régime qui est allé chercher le colonisateur en disant que c'était un humaniste, donc la colonisation était un humanisme. Il ne lui restait plus qu'à demander à la France de nous recoloniser, donc à faire à l'envers les accords signés par Hulot pour qu'on retourne de la colonisation, puisque c'était une bonne chose. Et donc, ceux-là qui célèbrent de Brazza, en même temps célèbrent l'indépendance. Oui, Et mais là, moi, vous je vais avez vous poser la l'impression. question, maître, à ce sujet-là, et je reviens. Vous voyez, quand on revient sur la même question, lorsque je vous posais la question de PCT sous Sassou Nguesso, et j'ai parlé de Sassou Nguesso, l'homme d'abord, qui pérennise en fait la colonisation au Congo-Brazzaville. Si vous l'avez suivi dans son interview avec Berkoff, il a dit, Oui, oui, j'ai suivi. là, il a dit, la colonisation était une bonne chose. Non, Alors que la donc, colonisation là, aujourd'hui est considérée comme un crime contre l'humanité. Donc, en Sassou Nguesso, exactement. on lit la pérennisation de ce système au Congo. Donc, du point de vue
de la symbolique, en tout cas, il faudrait souligner le mal qu'il fait au Congo dans ce sens-là, en laissant croire aux générations futures, comme il aime à les appeler, en les laissant croire que la colonisation était une bonne chose. Nous sommes le seul peuple au monde qui célèbre son colonisateur. Mais il faut rappeler, c'était quoi la colonisation? Pour comprendre ce phénomène, il faudrait parler de l'esclavage. L'esclavage, c'était des hommes arrachés à leur terre et soumis à l'exploitation jusqu'à la fin de leur vie sur une terre totalement inconnue. Et la colonisation est pire que l'esclavage parce que dans la colonisation, qu'est-ce qui se passe? On réduit les coûts d'exploitation. Donc, vous n'avez plus à venir chasser des gens, les mettre dans des bateaux, les transporter, les nourrir et tout le reste, les prendre en charge en Amérique en les nourrissant pendant qu'ils travaillent pour vous. L'esclavage avait des coûts. La colonisation, c'est que non seulement vous exploitez l'homme, mais vous l'exploitez sur ces terres avec toutes les richesses de ces terres et vous l'exploitez de la naissance à la fin de sa vie. Vous exploitez l'homme devant sa femme, vous exploitez le père et la mère devant leur enfant. La colonisation, c'est une prison à ciel ouvert. Vous êtes chez vous, mais vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes en prison chez vous. Les enfants sont colonisés parce que depuis leur bas âge, ils sont sous le contrôle du colon. Les enfants à naître sont colonisés. Donc, c'est des générations entières qui sont dans une prison à ciel ouvert. Et voilà ce que le président Sassou Nguesso appelle un humanisme. Et de Brazza, qui nous a conduits dans cette prison à ciel ouvert, le président Sassou Nguesso le célèbre. Et la contradiction, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est le côté gauche du cerveau qui cache au côté droit ce qu'il pense. C'est qu'on célèbre de Brazza et on célèbre l'indépendance en même temps. Donc on ne sait plus, Mais c'est tout un est-ce qu'on n'a paradoxe. pas de mémoire? C'est tout un paradoxe. Mais est-ce que c'est ce qui peut expliquer finalement la posture de Denis Sassou Nguesso? Je ne sais pas si vous l'avez constaté, il est enclin au service, j'allais dire qu'il est au service des intérêts étrangers. Pour lui, l'étranger, et on l'a constaté d'ailleurs au Congo-Brazzaville, en République du Congo, comment les étrangers, un étranger peut arriver à 10 heures, 2, 3 minutes qui vont suivre. Il a sa petite table dans la rue, commence son commerce, et puis, bon, à ce moment-là, il est même plus fort que le Congolais. En fait, en évoquant cela, je voudrais aborder la situation sur le plateau de Inda. Je crois que vous avez suivi cette situation où on a déguerpi des familles entières, beaucoup de familles en plus, une centaine comme ça. Je parle bien des familles, hein, pas des personnes, des familles. Donc les familles chez nous, c'est généralement 5, 10 membres, donc une centaine de familles déguerpies. Ce n'est pas la même situation que celle de Vindoulou dont on avait De parlé. Non, Vindoulou, c'est une oui, autre. de Vindoulou, c'est celle-là, la situation de Vindoulou, où on avait déguerpi des familles. Et la situation jusqu'aujourd'hui est restée, comme qui dirait, dans le statu quo. Il y a des parents, des familles qui ont perdu leur bien, qui ont perdu leur domicile et qui ne savent toujours pas à quel sens se vouer. Une situation comme celle-là, normalement, le gouvernement congolais devrait y mettre un peu beaucoup plus d'attention parce que ça concerne quand même les Congolais face. Bon, je n'ai rien contre les étrangers puisque nous-mêmes nous vivons à l'étranger. Nous vivons à l'étranger, mais nous respectons les règles, nous respectons les lois. Et là-bas, on a eu l'affaire Nyangadou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est Nyangadou finalement qui aurait acquis ces terres et qui avait demandé qu'on déguerpisse ces familles qui sont installées là-bas depuis des dizaines d'années. Et on a vu les bulldozers qui sont passés par là pour casser les maisons, casser les domiciles. Vous êtes aussi avocat, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, vous êtes avocat au barreau de Paris. Bon, c'est peut-être pas une lecture juridique qu'on va donner, mais politiquement parlons, déjà un tel acte. Et nous l'avions abordé il y a quelque temps. Vous demandiez si je connaissais la personne il y a des années en arrière, quand j'étais plus stable à Pointe-Noire. J'ai bien connu la personne. On s'est toujours tutoyé
du temps où on se fréquentait. Et c'était quelqu'un d'aimable en ces temps-là. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce que je ne l'ai plus rencontré depuis bien longtemps. Mais Faites en tout cas, allusion à c'est Niangadou, c'est ça? oui, c'est ça. Vous m'avez demandé si je connaissais la personne. Donc, c'était quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui avait un comportement respectable, un garçon travailleur qui se conduisait de façon honorable dans la société. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs le concernant sur des rapports avec le domaine public, avec l'argent public, ce genre de choses, jusqu'à ce qu'il y ait eu cette affaire-là. Et lorsque j'avais appris ce qui s'était passé, que des décisions aient été rendues à plusieurs niveaux de juridiction jusqu'à la Cour suprême et que des Congolais se soient investis à appliquer ces décisions consistant à raser un quartier entier et à mettre des familles de Congolais dehors. Donc, j'ai vu les images des enfants qui rentraient de l'école et venaient trouver le vide à la place des maisons dans lesquelles ils avaient dormi la veille. Donc les maisons qu'ils avaient quittées le matin avaient disparu et leur maman était en train de pleurer sur les bagages. C'est une image qui m'est restée en travers de la gorge. C'était insupportable de voir cela. Que C'est le même une mode telle chose opératoire qu'en colon, non? Bon. Qu'une telle chose se soit produite, je vous avais expliqué le refus les hésitations des magistrats sénégalais à détruire un seul immeuble, pas un quartier, pas plusieurs maisons où il y avait des familles, mais un seul immeuble appartenant à un Sénégalais qu'il avait construit sur le terrain appartenant à un étranger. Il y avait des hésitations depuis plusieurs années à rendre une décision dans cette affaire au premier degré. Déjà, c'est même pas en appel, pas en cassation, mais au premier degré, il y avait des hésitations parce que le raisonnement qui se tenait, c'était que l'argent est difficile. Un Sénégalais a travaillé dur dans un environnement infernal pour avoir du capital, monter cet immeuble, et vous allez raser l'immeuble pour le donner à un Libanais. Et à ce moment, le raisonnement général, c'était, mais quand le Sénégalais construisait l'immeuble, le Libanais était où? Et donc, il est inadmissible qu'un étranger ait plus de droits dans un pays que des autochtones ou qu'il ait plus de droits dans un pays qu'il en a dans son pays d'origine. Parce que dans son pays d'origine, même son sentiment patriotique, son sentiment, son lien de nationalité avec les autres aurait fait qu'il n'accepterait pas de mettre des dizaines de familles dehors pour récupérer un lopin de terre. Et ici, ce qui ressort, c'est aussi le double standard de la justice. C'est la justice des pauvres contre la justice des riches. Parce que imaginez que ce quartier-là était le quartier habité par, on va prendre quelques noms célèbres du gouvernement. Il y avait M. Kiki qui avait sa propriété là-bas, qu'il y avait M. Bouya là-bas, qu'il y avait le Premier ministre Koliné Makosso, qu'il y avait le ministre Mboulou, que c'était eux les propriétaires des maisons. Pensez-vous que ce monsieur aurait rasé toutes ces maisons ou que la justice congolaise aurait ordonné qu'on rase les maisons de ces personnes-là? En fait, ici, c'est le Congolais lambda qui est considéré comme quantité négligeable parce que il est un citoyen de seconde zone, donc il y a des citoyens privilégiés dans notre pays pour lesquels on applique le droit d'une certaine façon, parce que si c'était les personnes que je viens de vous citer, c'est le même droit. On ne l'aurait pas appliqué de la même façon. Et ici, vous avez des principes de droit, donc quelle que soit la façon dont on lirait la loi dans ce dossier. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Vous avez des principes en droit qui sont des principes millénaires. Ça veut dire que même les États les plus avancés n'ont pas réussi à effacer ces principes. Je vous en donne un. Il dit error communis facius. Donc, l'erreur commune fait le droit. Si une personne se trompe, elle s'est trompée.
Si 5 personnes se trompent, ça commence à créer un doute. Si 10 personnes se trompent, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous avez tout le monde qui se trompe, à ce moment, on dit ils ne se sont pas trompés. C'est ça qu'il faut considérer comme le droit. Alors, vous avez un lopin de terre sur lequel une famille vient s'installer, construit sa maison jusqu'à la toiture. Elle n'est pas dérangée. Une deuxième famille arrive, construit jusqu'à la toiture. Elle n'est pas dérangée. Une autre arrive jusqu'à ce qu'il y ait 10, 20 familles. Et puis un jour, quelqu'un arrive pour dire que c'est mon domaine. Il était où quand le premier était en train de construire? Il était où quand le second était en train de construire? Bon, il dormait sur ses lauriers. Il y a un autre adage millénaire, lui aussi, multimillénaire, lui aussi, qui dit Nemo auditu propiantur quitudinem allegans. Ça veut dire ne prêtez pas attention à celui qui allègue ses propres turpitudes. Si vous vous êtes endormi quand les familles étaient en train de s'installer, ne revenez pas déranger le juge par la suite. Et ça, ce serait le raisonnement que j'entendrais d'un juge canadien qui raisonnerait non pas seulement selon le droit écrit, mais aussi selon les adages qui nous viennent de la nuit des temps. Et donc ici, je ne sais pas, je n'ai pas lu les éléments de ce dossier, mais toujours est-il que les faits m'inspirent ces adages du droit romain qui sont applicables aujourd'hui. Et je reviens sur le fait que c'est une justice de double standard. Ces gens, on a détruit leur maison parce que c'est des Congolais lambda. S'ils étaient puissants, cela ne serait pas arrivé. C'est une justice de puissants contre les pauvres. Mais sinon, après, et c'est inadmissible. Les réparations doivent être... il faudrait qu'il y ait des réparations parce que c'est inadmissible. Évidemment, Maître Charles-Anessé Poitiers-Amar, après on nous posera la question, puisque c'est le droit, c'est la justice. Vous êtes également avocat, je l'ai rappelé tout à l'heure, au barreau de Paris et du Québec. Quelle aurait été l'alternative? Les alternatives, il pouvait y en avoir plusieurs. Une entente entre les parties, à défaut d'entente entre les parties, dès lors que l'ordre public était en jeu. Parce que détruire des maisons implique nécessairement des aspects d'ordre public. D'un autre côté, il y avait l'intérêt public et l'intérêt général. Regardez le fait qu'on a détruit des maisons des gens. Les Congolais sont restés choqués par cette affaire. À l'intérieur comme à l'étranger, les Congolais sont choqués par cette affaire. Quand vous gouvernez une nation et qu'une affaire vient blesser l'honneur de la nation, la dignité de la nation, on ne peut pas rester insensible à ça. Et donc, à ce moment, intervient à la fois l'intérêt public et l'intérêt général. Et le gouvernement peut apporter des solutions dans ce genre de situation. Ils auraient pu empêcher la destruction des maisons et rechercher un terrain de compensation à remettre à la personne qui jurait de son bon droit à ce moment-là, parce que je suppose que s'il y a eu décision de justice jusqu'à la Cour suprême, selon le droit qui a été appliqué avec les réserves que je venais de mentionner, dans ce cas-là, on pourrait estimer qu'il y a eu une décision qui devrait être exécutée et donc le gouvernement aurait pu, s'il ne voulait pas revenir sur cette décision, trouver des solutions alternatives. Mais le gouvernement a la possibilité de revenir sur ces décisions parce que les décisions de la Cour suprême, on peut les réviser. Lorsqu'il y a une circonstance nouvelle, un fait nouveau qui était ignoré pendant le procès, on peut revenir sur les décisions de la Cour suprême, notamment dans l'intérêt de la loi et à l'initiative du ministre de la Justice. Donc, c'est une affaire qui reste ouverte. Il reste encore des possibilités d'action, autant pour les parties elles-mêmes que pour le gouvernement et le ministre de la Justice. Pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, je vais donc proposer à nos téléspectateurs ces images, en fait. C'est dans les images d'archives, le jour où on était en train de déguerpir les familles. Et ce qui était curieux, c'est qu'on a même fait usage des armes à feu, des armes de guerre peut-être.
Écoutez, on est en train de tirer. Le Congo, on a pas on est en train de tirer, on est en train de tirer. Ça, c'est quoi ça? Hein, ça, c'est quoi ça? Un pays qui n'a pas de président, ça, ce n'est plus un pays ou quoi? Hein? Vivez-le, on le fait en mouton. Oh, bwagala nzila nebe tukima weta velo. Ngila kwenda machichi nzile hu. Bawine! Bien voilà, maître Charles Adissé à Poitiers-Amar, vous avez suivi ces images avec nous, des images d'archives, et vous entendiez d'ailleurs le crépitement d'armes à feu, et pour déguerpir des civils qui ne sont pas armés, qu'est-ce que ça vous dit? Il faut, pour saisir l'ampleur de la violence morale de ces images, il faudrait se figurer ce qui se passerait dans un pays tel que le Sénégal si la même chose se produisait. Je ne vois pas, je fréquente souvent le Sénégal et je discute avec tout le monde là-bas, les cadres, les jeunes et tout ça. Et je ne vois pas comment il serait possible pour eux d'accepter cette situation-là. Le gouvernement pourrait tomber si une telle chose se produisait au Sénégal. Et le Congo est arrivé à un niveau tel que il n'y a plus rien qui nous choque en réalité. Il n'y a plus rien qui nous choque. Maintenant, nous laissons tout passer. Nous acceptons tout ce qui se produit. Il n'y a plus une chose devant laquelle nous nous arrêtons pour nous dire « bon, là, ça ne va pas ». Vous savez, dans le même sens, il y a eu, il y a des années en arrière, une dame congolaise travaillant chez un étranger, jeter la nationalité pour ne pas faire cibler les gens. Donc, travaillant chez un étranger, un jour, l'étranger voudra s'offrir des faveurs sexuelles sur sa personne. Et cette femme-là résiste, elle dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et son employeur insiste, elle refuse, et lui, il se sent bafoué dans son autorité illégitime. Il prend un taser et il le déploie sur la dame. Et cette dame reçoit une décharge qui la paralyse partiellement. Cette affaire a choqué beaucoup de personnes à un moment donné, mais il s'est trouvé que d'abord... L'affaire Barros, bon, je peux rappeler ça. Oui, c'est ça. Donc, la dame est paralysée jusqu'aujourd'hui, donc elle est partiellement paralysée à cause des décharges qu'elle avait reçues. Le monsieur était libre et quand il y a eu quelques réactions de la part des Congolais, les autorités ont fini par arrêter cette personne qui est restée très peu de temps en détention. Ensuite, elle a repris ses activités et a repris ses allées-venues au Congo, continue à s'enrichir et cette dame est paralysée. Partir au Maroc, c'est pas lui qui m'a envoyé au Maroc. C'est pas Hassan Oudjet qui m'a envoyé au Maroc. C'est pas Hassan Oudjet qui m'a envoyé au Maroc. Pour aller au Maroc, c'est un voyage clandestin que j'avais fait. Ça, j'étais partie en clandestin seulement. Comment vous êtes parti en clandestin? Raconte cette histoire. Oui, parce que d'abord, ils ont fait une stratégie. Ils m'ont pris vers 17h chez moi à la maison. Ils m'ont demandé de venir à Netcare dans leur clinique libanaise. À Netcare, ils ont fait les papiers le même jour. Donc, du coup, le vol que je prenais n'était pas au courant qu'il y a une malade qui va voyager dans leur vol. Et ils m'ont amené à l'aéroport à 5h. Ils ont fait des images parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur la manière que les Congolais s'est soulevé à Pointe-Noire là-bas. C'est la peur qui les a poussés de m'envoyer vite au Maroc pour aller en clandestin au Maroc. Et quand vous dites eux, ce n'est pas Hassan Oudjet, c'est un groupe de personnes qui vous ont amené au Maroc.
Mais oui. Qui sont les personnes là? Parce que c'est le chef, le président de la communauté libanaise. Et il s'appelle? C'est lui. C'est son nom? Lui aussi, il s'appelle Mohamed. Hein. Il s'appelle Mohamed, je ne sais pas, Océan, si c'est ailleurs, Océan, là, vers l'aéroport, quelque part là-bas, Océane, si c'est Océane, là. Et c'est lui qui était là-bas avant, là. Je pense que c'est lui qui est mort, non? Je ne sais pas si c'est... Donc c'est le président de la communauté libanaise. Le président de la communauté libanaise qui a décidé. Pour aller au Maroc? Oui. Oh bon, et j'ai fait un voyage en clandestin. En clandestin? Oui. Bon. Vous avez eu la chance de vous emmener au Maroc. Et qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Déjà dans l'avion, en marchant seulement ils m'ont pris dans l'ambulance, ils m'ont amené à l'aéroport de Pointe-Noire. Seulement pour marcher, pour arriver là où il y a l'avion. Je n'arrivais même pas à me tenir debout, même avec les béquilles, j'ai tremblé. Ils m'ont dit de faire semblant, c'est comme si je n'ai rien. Ça, c'est les docteurs qui me demandent de faire ça. Bon, écoute-moi, pourquoi il faut que vous faisiez semblant? Mais parce qu'eux, ils pensent que j'ai menti, on m'a mis ceci, on m'a fait cela pour avoir de l'argent. Donc, du coup, eux, ils me demandent de faire semblant. Pourquoi ils m'ont demandé même de faire semblant? Parce que le pilote, là, avait refusé de me prendre, puisque j'étais venu dans l'ambulance. Eux, ils ont dit, nous, on n'est pas au courant de l'évacuation sanitaire. Mais si vous voyez les papiers, j'ai des papiers ici, les papiers de quelqu'un qu'on dit évacuation sanitaire, c'est un papier seulement comme ça. Un papier comme ça. Et l'évacuation sanitaire, quelqu'un s'assoit, tu es malade, tu vas t'asseoir de la façon que tu peux être à l'aise dans le vol. Mais moi, j'étais assis en bas de la moquette du vol. Je n'arrivais même pas à plier les pieds. Donc les pieds carrément étaient tendus, c'était droit, calé, dur. Et je n'arrivais même pas à plier les pieds. Donc du coup, on m'a fait rentrer en bas de siège et j'étais assis sur la moquette. Pour me lever même, pour aller me soulager, j'étais partie avec une petite soeur. Ils ont pris ma petite soeur. Moi, on est allé me mettre, je ne sais pas, première classe, ici c'est première classe. Et ils se disaient que va te distraire au Maroc pour que tu reviens, les pieds vont s'arranger. Ils m'ont mis dans la première classe, on a pris la petite soeur, ils ont parti déposer la petite soeur à la quai d'avion. Maintenant, pour m'aider d'aller me soulager dans l'avion, je n'arrivais pas à me lever. J'appelle la petite soeur, je fais signe aux autres là. Dès qu'ils partent, ils sont partis appeler la petite soeur pour qu'elle vienne m'aider. Le temps qu'on est en train de m'aider là, j'ai déjà pissé. Les urines sont sorties. Je suis arrivée au Maroc à 14 h. Là-bas aussi, il n'y avait personne pour me recevoir. Donc, personne qui est au courant que j'arrivais ces jours-là. J'arrive à l'aéroport à 14 h. L'aéroport du Maroc. J'arrive à 14 h. On vient me prendre à 18 h 40. Une personne qui est malade. L'évacuation sanitaire. Ça, c'est voyage en clandestin. D'accord. Et quand vous arrivez au Maroc, est-ce qu'on vous a quand même traité? On m'a traité où? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ne m'ont même pas touché là-bas. Ce qui est vrai, il y a un certain monsieur Lalaki. Un Marocain? Un Marocain. Et c'est lui qui fait des kinés. Parce que quand je suis arrivée, ils m'ont pris, ils ont parti me laisser à l'hôtel Diwan à Casablanca. J'ai dit, ah mais papa, j'ai mal, tu ne peux pas m'emmener à l'hôtel comme ça pour venir me déposer à l'hôtel, j'ai mal. Il dit non, ce sont les instructions qu'on m'a données. Et c'est l'ambulance qui est venue me prendre. L'ambulance qui est venue me prendre, il n'est même pas médecin, c'est lui qu'on appelle, il est même jusqu'en France, je ne sais pas, il s'appelle, excusez-moi, voilà ses papiers, c'est mûr. Ah, là, c'est mûr à Paris, hein, c'est mûr de... Et c'est cette sémure-là qui m'a frappé au Maroc. Je ne peux pas oublier ça. Ils t'ont frappé encore? Il m'a tapé au Maroc, les sémures-là, le propriétaire des ambulances-là. Il m'a tapé. Il m'a tapé au Maroc, je ne peux pas oublier ça. Il n'y avait pas la police, il n'y avait... La police va venir où?
Et au Maroc, il n'y avait pas, vous n'avez personne pour contacter l'ambassade du Congo. L'ambassade du Congo, s'il était au courant, moi je ne sais pas s'il était au courant. Je suis arrivée jusqu'à l'ambassade du Congo, je déclare, je dois rentrer chez moi. Il dit il ne comprend pas le français, il parle pas français, je n'ai qu'à parler arabe. L'ambassade du Congo parle maintenant seulement arabe. Il parle que arabe maintenant. Et ce que je retiens de cette histoire, d'abord, c'est la dignité de cette femme, la valeur de cette femme. Elle a eu le courage de dire non dans un pays où les gens ne se souviennent même plus qu'est-ce que non veut dire. On ne s'en souvient plus. Nous disons oui à tout. Et ce monsieur, aujourd'hui, est en train d'évoluer dans ses affaires et la dame est restée dans cette situation. Donc, vous avez comme ça une série d'événements qui se produisent au Congo à la défaveur des Congolais, mais qui sont des choses qui s'accumulent. Il n'y a plus aucun étranger qui, au Congo, a peur de faire à un Congolais ce qu'il ne ferait pas à quelqu'un dans son propre pays. Ici, c'est devenu une jungle. Donc, les gens se permettent tout ce qui est inadmissible ailleurs dans le monde et les gens trouvent des droits dans notre pays qu'ils n'ont pas chez eux. Et ça, il faut y mettre fin. La solution pour y mettre fin, il faudrait qu'on fasse partir le président Sassou Nguesso. Le Congo doit reprendre, nous devons reprendre notre pays. Les Congolais doivent reprendre le Congo. Et celui qui arrive dans notre pays, il sera le bienvenu. Mais comme le disent toutes nos constitutions depuis la nuit des temps, tant et aussi longtemps qu'il vit dans le respect des lois de la République. Nous n'accepterons personne qui bafoue les lois de la République. Merci, maître Charles Anissé Poitiers-Amar. Nous allons conclure. Je vous laisse donc le peu de temps qui nous reste, mais beaucoup plus sur l'indépendance, puisque c'était le sujet central de cette émission. Quelques 2 minutes pour conclure. Le bilan que vous m'avez posé la question de savoir où est-ce que nous en étions 65 ans après. Je pense à notre rapport au reste du monde. Le monde est devenu turbulent. Nous entrons dans une phase de défis et des défis de plus en plus inattendus. Il y a une évolution technologique qui fait que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir du monde. Nous parlons de colonisation passée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de colonisation qui ne s'annonce pas, c'est la colonisation numérique. Si vous n'êtes pas prêt en intelligence artificielle qui suppose des bases de données et des supercalculateurs, et je rappellerai que les bases de données et les supercalculateurs, c'est une consommation d'énergie hors pair. Nous sommes 65 ans après les indépendances, incapables de produire assez d'énergie seulement pour les ménages. Seulement pour les ménages, nous sommes incapables de produire assez d'énergie. Alors que pour absorber tout le chômage que nous avons, il nous faut industrialiser massivement le pays. Donc, il faudra produire assez d'énergie pour faire fonctionner ces industries. Or, là, je vous parle d'une industrialisation ordinaire. Mais quand vous passez à l'industrialisation numérique, donc l'intelligence artificielle et les bases de données, nous n'avons pas d'énergie pour cela. Ce qui signifie que la colonisation numérique est assurée pour nous. Et le seul moyen pour nous de rattraper notre retard sur cette voie-là, c'est de nous donner les moyens de leadership moderne et adapté aux exigences du monde dans lequel nous sommes. Il faudrait que le président Denis Sassou Nguesso puisse partir en 2025. Pourquoi nous ne pouvons pas attendre? Parce qu'en 1992, il avait fait 13 ans au pouvoir. Quand le président Pascal Lissouba est arrivé, le président Lissouba avait dit « le pays est sinistré ». Et c'était un professeur des universités, il savait de quoi il parlait. Et quand vous regardiez la situation du Congo d'un point de vue structurel à cette époque-là, quand vous lisez les chiffres, effectivement, le pays était sinistré.
Cette fois, le président Sassou Nguesso vient de passer 28 ans au pouvoir. On ne peut pas vous décrire la situation dans laquelle on se trouve. Dire que le pays est sinistré, c'est peu dire. Circulez à Pointe-Noire, vous verrez comment la ville est dévastée, comme si un tsunami était passé par là. Le réseau routier de Pointe-Noire est mis au défi et la spéculation sur les tarifs dans les transports en commun va bon train. 2000 francs ou 1500 francs pour une course en taxi et le phénomène des mi-terrains qui oblige les passagers dans les bus en commun de débourser plus de 150 francs CFA pour un même trajet. La réaction des usagers de la ligne 15 qui relie le quartier Fontiété à Monkamba-Tister est immédiate. Ma chef Abouala qui a travaillé que Bamos même que Lutaka Awa à toute fois il y a pas de député, il y a pas de ministre, il y a pas de président, baka Lutaka Awa et les hommes d'affaires que Lutaka travaillent ici. Awa c'est il dit que va venir là, maintenant monter le tarif à 100. C'est il dit que va monter tu sais 1000 francs. Awa vend 500. Il a solvé à mettre parce que va être ici là Kaimbi. Manière population qui a souffert chaque pipe à chaque temps dans le déplacement par rapport à Yanzila et aussi les tarifs même montés. Et ils n'ont pas tort. Dans quel sens que Yanzila Kaimbi Sinzili Yidama tarif que vous tuez la manière à vanilla que 150. En ce moment, même si va penser, va receveur va chauffeur, ça va bus, dans membre va tarif. Dans le moment où il est facile, il va laisser surveiller parce qu'il va rendre aussi population service. Même son de cloche chez les taximens qui ne peuvent plus circuler dans toute la ville à cause de l'état des routes. Je ne sais pas si nous sommes des étrangers ou boiliers, des fois, on peut comprendre. Comment l'État congolais n'a gouvernement, dit-on gouvernement. Ils ont beaucoup d'argent, ils achètent les véhicules qui coûtent les millions. Donc, il dit qu'il y a des problèmes. Et vraiment, c'est la catastrophe. Mais il y a des passagers qui ont des problèmes. Parce que je ne peux pas faire les longues distances. Il y a des simbifiés, embouteillage. Ils savent que à bientôt les sols de pluie. Au lieu il dit que même Bambisa, il va me sonner à Baou. Donc, avantage les Congolais, rien. Surtout les hommes de Mvindouloula, de Tissé, de Siafoumou, Ngoyo, ils souffrent. Surtout Mpaka. Vraiment, c'est pas l'endave. Va se changer mon truc. De l'autre côté, la population s'aperçoit de la supercherie des promesses faites pendant les campagnes électorales que rien n'a été fait. Et sur ce, les députés sont pointés du doigt. Ah, mais tu député Kouizawa, tu vas 2000, on va te voter Beno, Bentala. Parce que faire un code dans la cabine 500, dans la ligne à 300, finalement, c'est ce qui n'a pas l'air. Après, vous dites, oh, votez. Rappelons que Pointe-Noire est la capitale économique qui tient par le biais des impôts et des revenus de son pétrole toute la richesse de la République du Congo. Mais son réseau routier donne du fil à retordre aux usagers et fait payer un lourd tribut à la pauvre population déjà désemparée. Mais ça, c'est ce qui est visible. Qu'est-ce que l'on va trouver dans les comptes publics le jour où il y aura un nouveau régime? Le régime de Macky Sall, qui avait toutes les apparences de sérieux, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés ont découvert des gaps de plus de 1000 milliards de francs CFA et ils essaient de mettre de l'ordre. Or, 1000 milliards de francs CFA, c'est le 5e de ce que certains individus du régime disposent dans des comptes offshore. Donc, quel trou béant nous allons trouver dans la gestion de ce pays? Les Congolais doivent prendre conscience. Après 13 ans de pouvoir, en 92, le nouveau régime qui est arrivé a trouvé une situation telle que deux choix s'offraient à eux et c'était des recommandations de la Banque mondiale et du FMI. Il fallait réduire le nombre d'employés de la fonction publique pour garder les mêmes salaires. Alternativement, il fallait réduire les salaires de 30% pour garder tout le monde. Mais malgré ces ajustements, on n'a pas été capable de continuer à payer les salaires et de continuer à payer les pensions de retraite. Aujourd'hui, 28 ans plus tard, donc ça c'était le résultat après 13 ans de pouvoir. Aujourd'hui, 28 ans de pouvoir après, lui-même il est encore là. On voit toutes les difficultés qu'il y a à payer les salaires, on voit les difficultés à payer les pensions de retraite,
On voit des étudiants qui sont abandonnés sans bourse depuis plusieurs années. Donc, les difficultés qui étaient cachées en 92, aujourd'hui, elles sont toutes visibles. Mais imaginez ce que nous ne voyons pas. On ne peut pas se permettre d'attendre, sinon ce pays est en train de courir vers une situation où on va réduire le nombre de fonctionnaires, ou encore on va réduire les salaires des agents publics. Le chômage va continuer à exploser. Il faut rappeler que les prix ont explosé. Il y a eu une augmentation de plus de 30% des prix des carburants et on le ressent dans le panier de la ménagère. Il faudrait rappeler que les comptes publics sont plombés en ce moment. Le chômage est à plus de 60%. Qu'est-ce que les Congolais voudraient qu'on leur explique de plus pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas attendre 2026? Monsieur Sassou Nguesso doit partir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération politique qui est prête. Une nouvelle république doit naître. Le président Sassou Nguesso doit partir. Merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar. Je vous rappelle que vous êtes avocat au barreau du Paris et du Québec, diplômé des Sciences Po en France, diplômé de l'ENA du Canada. Vous êtes aussi diplômé de l'École des hautes études du commerce de Montréal. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir encore reçu sur ce plateau. R7, merci. Il est partagé, M. Ferrat. Je vous en prie, mesdames, messieurs. Le plaisir est partagé. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se prend rendez-vous pour la toute prochaine fois. Merci.